Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nos invités, Madame Komba Diourane, Monsieur Mohamedou Dia et Monsieur Xavier Zola. L'actualité économique à présent, fin de la COP 22 à Marrakech au Maroc. Les attentes pour le continent africain, qui est le plus vulnérable face au réchauffement de la planète, étaient énormes. Certaines réponses ont été apportées, d'autres engagements tardent à être pris. On fait le point tout de suite avec Amira Bendiabala Jean-Pierre. Clôture de la COP 22 ce 18 novembre. L'Afrique a fondé beaucoup d'espoir sur cette conférence mondiale sur le climat qui était organisée cette année en terre africaine, au Maroc. Un agenda qui prend tout son sens, l'Afrique étant le continent le moins pollueur mais qui subit pourtant de façon très lourde les conséquences du réchauffement climatique. D'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés sont en Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech, sur le sol africain, appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement climatique, priorité urgente. Cette COP22 devait permettre de trouver des manières concrètes d'adapter l'agriculture au changement climatique, puisque 60% des Africains travaillent dans ce secteur. Un texte en ce sens aurait dû être adopté à Marrakech. Le dossier a finalement été reporté. Demander à ce qu'on prenne à bras le corps la question de sauvegarde de l'agriculture en Afrique va nécessiter peut-être qu'on parle encore de nouvelles enveloppes. C'est-à-dire de l'argent qui va sortir. Et les pays industrialisés pensent toujours que c'est eux qui vont encore déposer de l'argent. Ça, c'est mon avis. Puis à un moment donné, il y a la réticence qui intervient. Les pays les plus développés ont réaffirmé leur objectif consistant à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici à 2020. Mais l'inquiétude persiste. Les États-Unis, qui s'étaient par exemple engagés à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, n'en ont versé que 500 millions. Monsieur Dia, concrètement, que peut-on retenir de cette COP 22 ? Le fait que l'Afrique soit en première ligne donc, dans le combat contre le réchauffement climatique, c'est déjà une bonne chose. Le Maroc a réussi son sommet. Il y a une proclamation de Marrakech, comme il y a eu l'accord de Paris. Et essentiellement, donc, au Maroc, il a été question d'accélérer le pas pour que l'accord de Paris soit réalité. Maintenant, c'était fixé pour 2020. Maintenant, on a pu gagner 2 ans. Maintenant, c'est 2018. C'est très bien. Mais là où il faut rester malheureusement sceptique, c'est en ce qui concerne les 100 milliards qui ont été promis. Les 100 milliards de dollars. On voit bien qu'aux États-Unis, déjà que Obama n'a pas pu donner plus que 500 millions sur les 3 milliards qui étaient promis. On ne sait pas ce que Trump va faire avec lui qui est déjà climato-sceptique. Mais c'est bon que ça soit fait en Afrique pour mettre en lumière le fait que l'Afrique est le continent qui souffre le plus de ce réchauffement et qu'il est vraiment le continent qui pollue le moins, qui dégage le moins de gaz à effet de serre. Et donc c'est encore une injustice supplémentaire que les Africains subissent. Alors, les responsables africains présents à ce sommet ont fixé les axes d'une co-émergence durable pour le continent. Madame Diourane, mais encore faut-il passer de la parole aux actes? Écoutez, on entend vraiment beaucoup de grands mots, je dirais, co-émergence. On entend parler d'enveloppe, on entend moins parler de projet. On a eu la COP 21 à Paris. Entre la COP 21 et la COP 22, pas grand-chose ne s'est passé. Il y a eu énormément d'annonces. Aujourd'hui, la COP 22 vient de se terminer. Et je pense qu'il faudrait qu'on rentre davantage dans la logique de projet. Avant de réclamer, je dirais, quoi que ce soit. Ce que je voudrais, moi, dire, c'est que aider contre ce réchauffement climatique en Afrique, et on vient de le dire, un continent qui pollue le moins par rapport aux pays industrialisés, c'est aussi aider à développer une coopération avec les pays développés le plus avancé possible. Et ça passe par le volet de la recherche. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre, étant dans des pays développés, de fustiger à chaque fois un continent qui est l'Afrique, qui est aujourd'hui un continent qui explose en termes de croissance, qui tend vers l'industrialisation, qui pollue le moins et qui est le plus montré du doigt. Je pense que nous aussi, en étant dans des pays développés, nous avons aussi notre part de responsabilité. Je voudrais juste donner un exemple.
Je parlais tout à l'heure des circuits courts dans le domaine agricole. Nous avons un certain nombre de produits qui sont des produits agricoles, par exemple. Je prends l'exemple de l'orange en Afrique du Nord, qui, avant de revenir en Afrique de l'Ouest, doit passer par la France avant d'arriver sur les marchés ouest-africains. Alors ça, je pense que développer les circuits courts, développer les transports de marchandises permettra aussi de lutter ce réchauffement climatique. Monsieur Zola. Oui, là, sur le coup, je suis tout à fait d'accord avec Mme Koumba. Le Maroc a réussi son sommet, ça c'est sûr. Il y a eu le Conseil des Nations avec les déclarations et tout ça. Et après, je pense qu'il s'agit aujourd'hui, oui, c'est vrai, il faut réfléchir globalement, mais il faut agir localement. Ça, c'est important. Parce que le riziculteur, qui est quelque part, je ne sais pas, à Gorée ou quelque part au Sénégal, ou le producteur de maraîcher qui est quelque part, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Ghana et tout ça, qui subit de manière locale, à son niveau local, les affres du changement climatique parce qu'il ne pleut plus à temps, ou bien il pleut à compte-temps, ou parce qu'il y a de ces effets sur son travail quotidien, il faut qu'on pense en lui. Et il faut vraiment qu'on arrête vraiment ce genre de choses. Et ça, il ne faut pas que les États africains profitent de cette situation pour se mettre en compte dans cette position de demandeur de fonds, de demandeur d'argent éternellement. Mais il faut que les gouvernants prennent conscience pour aller aux côtés des producteurs, des agriculteurs, des artisans, de ces personnes-là qui souffrent. Et ça, on n'a pas vraiment besoin de grandes déclarations, de grandes postures pour pouvoir faire ce genre de choses. Merci, Monsieur Zola. Longtemps critiqué, le monopole de l'Algérie Télécom touche à sa fin. L'entreprise historique partagera désormais son réseau avec les opérateurs privés. C'est ce que prévoit l'avant-projet de loi sur les télécommunications. Les détails avec Amira Benjabala Jean-Pierre. C'est la fin d'un monopole, celui d'Algérie Télécom sur l'Internet fixe. L'avant-projet de loi sur la poste télécommunication électronique propose en effet de mettre un terme à ce monopole pour encourager la concurrence dans le domaine. Ainsi, cette loi permettra à différents opérateurs privés d'utiliser les infrastructures de l'entreprise publique pour proposer des services comme l'ADSL, jusque-là exploités exclusivement par Algérie Télécom. Les initiateurs de ce projet estiment que cette ouverture de marché, déjà prévue en 2013, est nécessaire pour l'amélioration des services. Il n'y a aucune raison économique structurelle pour qu'il y ait des monopoles, et encore moins des monopoles d'État. C'est quelque chose de bien pour l'utilisateur, parce que les coûts suite à la concurrence ont baissé. C'est quelque chose de bien suite à l'investisseur, parce qu'il y aura des investisseurs algériens et étrangers qui vont investir là-dedans pour abaisser les coûts de la technologie. En Algérie, le taux de pénétration Internet a connu une nette progression. Il est passé de 16% en 2013 à 46% en avril 2015. Un taux qui ne pourra que s'améliorer selon le ministère des TIC et de la Poste si l'on ouvre le marché à la concurrence. Pourtant, l'avant-projet de loi sur les télécommunications est loin de faire l'unanimité. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'opposent à l'ouverture du marché, trouvant injuste que leur réseau, élaboré par leurs soins, soit aujourd'hui accessible à des opérateurs privés. Et pour justifier leur refus, c'est la constitution algérienne qu'ils brandissent. L'article 17 considère en effet les postes et télécommunications comme un bien de la collectivité et de souveraineté nationale. Le premier objectif d'une entreprise pour qu'elle continue à vivre, c'est de gagner de l'argent. Même si, et surtout si elle est publique. Parce que si elle gagne de l'argent, si elle crée de la richesse, à ce moment-là, elle va rémunérer son personnel de manière normale, au lieu de les sous-rémunérer, comme c'est actuellement le cas dans plusieurs entreprises. Et puis, en contrepartie, les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sous-produisent. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'estiment en danger et craignent pour leur avenir au sein de l'entreprise. Pourtant, en louant son réseau et ses équipements, l'opérateur historique pourrait accroître nettement ses ressources.
Monsieur Zola, la fin du monopole d'Algérie Télécom est nécessaire non seulement pour encourager la concurrence, mais aussi pour améliorer la compétitivité. Ça, c'est sûr. Le droit à l'Internet aujourd'hui, si je peux l'appeler un droit, fait aujourd'hui entièrement partie donc, du droit, des droits économiques ou sociaux. Et il faut forcément assurer l'accès donc, à toute la population. Et cet accès, il faut l'assurer à moins de coûts. Et avec la qualité requise. C'est pour ça que je trouve que c'est bien que l'État algérien travaille donc à aller vers cela. Maintenant, il faut, j'ai compris que les partenaires sociaux, le personnel de Algérie Télécom a des inquiétudes, et ça, il faut vraiment tenir compte de ça. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour eux? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peur de la concurrence. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils connaissent mieux leur contexte et ils pensent que les autorités pourraient faire la part belle au privé avec qui ils pourraient avoir des arrangements à leurs dépenses, ce qu'on remarque ici et là dans des États africains. Mais il faut vraiment regarder ça de très près et suivre les amendements. Parce que la loi, ce qui est sur la table, il semble qu'il y a beaucoup d'amendements. Il faut pour que finalement, on n'annonce pas une grande réforme qui soit peut-être à la fin, qui ne donne pratiquement rien. Madame Duranet. Je ne suis pas pour les monopoles. Lorsque on met des entreprises en concurrence, ça permet quand même, ça donne une opportunité aux consommateurs de pouvoir choisir. Parce que dans tous les pays, partout, normalement, c'est le consommateur qui doit avoir le choix de sa prestation. Donc je ne suis pas du tout choquée de la fin de ce monopole. Je pense que ça permettra à toutes les entreprises qui vont aller s'installer ou qui sont des entreprises algériennes de pouvoir s'améliorer, parce que lorsqu'on a un concurrent, on s'améliore et on ne dort pas sur ses acquis. Je comprends tout à fait la préoccupation des salariés, mais c'est à l'État de les rassurer et de leur donner, je pense, un certain nombre de possibilités de carrière, d'amélioration qui va leur permettre un peu de pouvoir s'en sortir. Mais c'est vraiment leur dire ne vous inquiétez pas, parce que la concurrence permet aussi de pouvoir faire mieux des fois. Merci Madame Duranet. 2,2 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant de l'aide promise par la communauté internationale à la Centrafrique pour lui permettre de se relever après des années de conflit. Monsieur Dia, la conférence a tenu toute sa promesse. C'est une bonne nouvelle pour la Centrafrique. Excellente nouvelle pour M. Touadéra, donc le président centrafricain. Lui, il voulait seulement 1,6 milliard donc pour les 3 prochaines années. Il a obtenu 2,2 milliards. Donc il est très content. Maintenant, le problème est que, est-ce que ces promesses seront suivies des faits? On peut être un tout petit peu sceptique et un tout petit peu optimiste aussi, parce que la Banque mondiale et l'Union européenne sont impliquées. La Banque mondiale va donner 500 millions de dollars et l'Union européenne 400. Donc voilà, déjà je crois que c'est une très bonne chose. Mais le problème est plus global que ça. La Centrafrique est un pays vraiment à volo. Les violences sont partout. La France, malheureusement, a retiré la mission Sangaris. Bon, est-ce qu'elle a encore les moyens, avec ses interventions au Mali, avec l'opération Barkhane et toutes les autres opérations dans lesquelles la France est engagée, à pouvoir donc assurer sur le plan financier? Et donc on comprend que, bon, tout en ayant quitté quand même la Centrafrique avec l'opération Sangaris, elle reste à soutenir les forces onusiennes qui sont sur place. Et Touadéra, qui a été élu démocratiquement, une des rares personnes à l'être dans cette région du monde, qui est l'Afrique centrale, doit être soutenue pour qu'elle puisse, donc cette région, enfin ce pays, la Centrafrique, se développer et donner de l'espoir à ces populations qui ont tant souffert et qui continuent de souffrir, avec des conflits religieux, des conflits ethniques, des conflits politiques. C'est véritablement, peut-être, un nouvel espoir qui se lève à l'horizon pour la Centrafrique. Je voudrais juste revenir sur la question de la volonté politique, parce qu'on peut faire beaucoup avec très peu, mais on peut aussi faire très peu avec énormément de dons. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays africains, principalement la Centrafrique, qui a des difficultés lorsqu'ils ont un président à la tête de leur État et un gouvernement qui fonctionne. On ne peut pas nier ce qui rentre dans le pays en termes d'aide internationale et surtout le prendre à minima.
Donc, que ce soit un pays en difficulté, que ce soit un pays qui n'est pas en difficulté, que ce soit au niveau du co-développement, que ce soit au niveau de l'aide publique au développement ou simplement les promesses qui sont données par les bailleurs de fonds, lorsque cette aide est bien utilisée et qui va directement aux populations, ça se ressent et c'est du concret. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelles sont, selon vous, Monsieur Zola, les priorités pour la Centrafrique ? Oui, forcément, la sécurité, c'est une question primordiale en Centrafrique. Il faut arriver à ramener la paix, il faut arriver à ramener la quiétude, il faut certainement restructurer les forces armées, les forces de police, pour qu'il y ait un peu plus de quiétude, non seulement à Bangui, mais dans l'ensemble du pays. Et il faut passer maintenant à la sécurité alimentaire, enfin, commencer à voir comment il faut nourrir la population, une population martyrisée, une population qui ne sait pas encore à quel sens se vouer. Mais ceci dit, je voudrais quand même dire que on aura beau envoyer tout l'or du monde en Centrafrique, ça dépend maintenant des gouvernants centrafricains, ça dépend de tous ceux qui doivent travailler. Et aussi, il ne faudrait pas que les conditionnalités de cette aide-là soient de nature également à empêcher donc, la consommation des crédits ou peut-être à orienter vers d'autres sujets non moins, enfin, qui ne sont pas très, très importants alors que les priorités sont ailleurs. Merci Monsieur Zola. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Agriculture en Afrique. Notre prochain volet sera consacré au franc CFA. Monsieur Mouhamadou Dia, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes journaliste. Merci de m'avoir invité. Madame Koumba Diourane, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultante en communication et stratégie politique. Merci pour votre invitation. Et Monsieur Xavier Zola, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de Bénin Expertise et Services. Exactement. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans un instant, le journal de la rédaction.